Bienvenue à tous dans ce nouveau format lancé par Afrique en Projet. Afrique en Projet, c'est un média qui sensibilise, qui éduque et qui informe tous les intéressés par les infrastructures d'énergie et de transport en Afrique centrale, du Nord et de l'Ouest. Je m'appelle Christian Tour, je suis analyste financier. Et aujourd'hui, on va développer ce nouveau contexte qui va aller chercher les experts dans le domaine et qui va aller poser les questions sur les dynamiques de ce secteur en plein mouvement. Aujourd'hui, nous sommes avec Moulay Mohamedou, qui est directeur d'investissement pour Ecosys Invest, qui est en charge de piloter la stratégie de Afrique Green Debt Fund, qui est un fonds de dette qui finance les projets d'infrastructure en Afrique de l'Ouest notamment. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, Moulay, et bienvenue à toi. Merci Christian, merci pour l'invitation et surtout pour l'initiative parce que le sujet des infrastructures est passionnant au-delà de la passion que ça évoque, mais c'est surtout que c'est nécessaire et indispensable aujourd'hui dans nos économies, que ce soit les infrastructures énergétiques qui vont être le cœur de notre discussion aujourd'hui, mais en passant par toutes les autres infrastructures qui constituent, on va dire, le défi majeur pour l'ensemble des économies des régions aujourd'hui qui nous intéressent. Donc, on peut parler des infrastructures routières, des infrastructures de santé, donc des infrastructures aussi numériques qui connaissent un boom. Et l'infrastructure énergétique constitue, on va dire, la base pour le bon fonctionnement de toutes ces infrastructures et de l'économie, on va dire, en général. J'aime bien la citation d'un financier français qui dit souvent que l'énergie, l'économie, c'est que de l'énergie transformée. Donc tout ça pour dire que moi, je suis ingénieur de formation. Donc je suis diplômé de l'École centrale Marseille, diplômé en 2014. Donc j'ai commencé ma carrière en France dans le développement d'infrastructures de production énergétique, donc principalement le solaire et l'éolien. Et par la suite, j'ai continué, on va dire, la même aventure toujours au sein du développement de projets d'infrastructures énergétiques, mais de production. Du coup, après, je suis venu à Abidjan en 2018. Okay. Plutôt 7 ans que je suis à Abidjan. Donc, j'ai continué au sein de la filiale ivoirienne d'EDF pour faire du développement toujours de projets. Cette fois-ci, sur une technologie renouvelable aussi, la biomasse. Donc, on faisait aussi du solaire, de l'éolien, mais le focus était beaucoup sur la biomasse. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint, comme tu l'as dit en introduction, le fonds d'investissement Afrique Green, dont Ecosys est en charge du déploiement de ce fonds. Abidjan, donc avec un rayonnement, on va dire, en Afrique, mais un focus Afrique de l'Ouest, Afrique centrale pour ce fonds. Donc 10 ans, on va dire les 10 premières années plutôt dans la partie gestion de projets, développement d'infrastructures, où on partait lever effectivement le financement auprès de différentes institutions, que ce soit des banques commerciales, que ce soit ce qu'on appelle les DFIs, les différentes institutions de financement international. Et depuis 2 ans, je suis passé de l'autre côté, maintenant, ou de financement de ces types de projets. Très intéressant. Donc, en fait, ça veut dire que tu as la double casquette d'investisseur et en même temps d'ingénieur. Et tu as pu clairement voir un peu au fil des années comment la dynamique a changé dans le secteur de l'énergie. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question parce qu'on voit une forte nécessité d'évoluer dans le secteur de l'électrification en Afrique. Il y a des initiatives, on pense notamment à Mission 300, avec toutes les branches qui naissent de cette initiative-là, notamment Afrique Green Debt Fund, qui est un fonds de dette qui est spécialisé à financer les besoins d'infrastructure. Mais vu que tu m'as dit que tu es arrivé en Côte d'Ivoire en 2018, sur les 7 dernières années, quel changement est-ce que tu as remarqué dans l'environnement de l'énergie en Afrique de l'Ouest? Le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, comme peut-être tu le sais, la Côte d'Ivoire a cette ambition de se positionner comme le hub énergétique de la région. Donc déjà en 2018, quand moi je suis arrivé, tu avais déjà un secteur de l'électricité qui était bien, on va dire, organisé. Donc avec une réglementation claire, avec des acteurs qui ont expérimenté des projets de développement, de construction et d'exploitation d'infrastructures énergétiques depuis plusieurs années. Par exemple, la centrale d'Azito, c'est des projets qu'ils ont pu mettre en œuvre depuis les années 90. Donc, on avait un secteur qui avait, on va dire, passé différentes étapes de maturité qui étaient déjà matures. Mais
durant ces 7 années, le changement principal que j'ai vu, c'est effectivement la réglementation qui s'est de plus en plus évoluée, adaptée on va dire, à l'essor des énergies renouvelables, notamment le solaire, parce qu'avant, il y avait deux problématiques majeures. Il y avait le risque technologique, je dirais pas risque technologique, mais l'appréhension plutôt de cette technologie qui a été moins développée dans nos régions. Donc, c'est clair qu'il y a une appréhension. Et la deuxième chose, c'était le coût. Donc voilà. Maintenant, avec la baisse constante du coût des équipements clés, notamment ce qui concerne l'énergie solaire, que ce soit les panneaux, les onduleurs, donc quand on prend les différentes évolutions de prix, on voit depuis 20 ans, les prix ne font que baisser, font qu'aujourd'hui, cette technologie est devenue, on va dire, compétitive. Donc, et comme tu le sais, la première centrale solaire en Côte d'Ivoire raccordée au réseau a été mise en service il y a 2 ans, donc c'est la centrale de Boundiali. Et récemment d'ailleurs, financé par la KfW, mais piloté directement par CI Énergie, qui est la Société nationale d'énergie ivoirienne, par la CIE, donc CI Énergie, donc Côte d'Ivoire Énergie, la société qui gère le patrimoine énergétique de l'État ivoirien. Et ils viennent d'ailleurs de faire une extension de cette centrale. Et pas plus tard que la semaine dernière, je pense qu'il y a eu les cérémonies de signature de conventions aussi de centrales solaires accordées au réseau, notamment le programme Scaling Solar qui est porté par l'AFC, même des développeurs maintenant avec des capitaux africains qui commencent aussi à venir, on va dire, investir et s'intéresser à ce segment. Donc, on voit que ces deux conjonctures font que le secteur aujourd'hui, dans le mix de production énergétique, s'élargit. Avant, c'était plutôt centré sur le thermique et l'hydro. Pourquoi le thermique? Parce que la Côte d'Ivoire était un producteur de gaz, donc il y avait pas mal de centrales à gaz. Et c'est que moi je trouve complètement honnête, hein, pas honnête, mais logique plutôt. On va dire, on fait la politique de production au niveau national s'appuie sur les ressources disponibles là. Exactement. Donc du thermique et après de l'hydro. Mais effectivement, dans la volonté et pour continuer à suivre la croissance continue de la consommation, c'est clair qu'il faut diversifier de plus en plus les différentes technos, les outils de production et aller vers les outils qui sont de plus en plus compétitifs, mais aussi qui ont un impact environnemental et social aussi, on va dire, limité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le solaire se positionne comme une vraie alternative dans ce mix, comme la biomasse, comme l'hydro. Mais voilà, quand on parle de production énergétique, suivant chaque pays, le mix, le choix du mix, la politique du mix énergétique s'appuie sur différents facteurs. Et mais par contre, on voit clairement la volonté de l'État ivoirien à aller de plus en plus vers les énergies renouvelables, avec un objectif, je pense, d'ici 2030, d'atteindre 40% de renouvelables dans son mix. Ouais, donc oui, justement, et je me rappelle que dans le projet de Scaling Solar, le gouvernement proposait un prix d'énergie qui est probablement le plus bas dans l'histoire. Typiquement, les panneaux solaires sont essentiellement produits par la Chine. Ça, c'est ce qu'on sait généralement. Mais vu qu'on a parlé de cette transition vers le solaire, là, est-ce que tu as vu une dynamique locale d'aller produire et d'aller fournir la matière première à l'échelle locale pour les projets d'énergie solaire? Oui, cette question est hyper pertinente parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière en 2014 en France, je me rappelle que quand on utilisait des panneaux qui étaient fabriqués ou assemblés en Europe, on avait un bonus sur le tarif de l'électricité qu'on avait d'EDF, parce que on a un acheteur unique qui est l'EDF, donc l'État, et pour encourager et maintenir un peu en vie l'industrie de production, de fabrication de panneaux photovoltaïques européennes, donc il y avait ces différentes incitations. Mais je pense que ces incitations n'ont pas pu éviter, on va dire, effectivement, la mort de l'industrie photovoltaïque en Europe. Aujourd'hui, en Europe, tu trouves très peu de fabricants. Quand tu penses qu'on appelle les fabricants Tier 1, c'est-à-dire première catégorie dans le monde aujourd'hui, je pense les 20 premiers, il y a 2 ou 3 fabricants qui sont pas chinois. Je pense qu'il y a Canadian Solar, il doit avoir un fabricant européen et peut-être un autre fabricant, on va dire peut-être américain. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui l'industrie est vraiment dominée par le marché chinois. À l'époque, les autres constructeurs à travers le monde
parlait de dumping de l'État qui faisait qu'ils étaient beaucoup plus compétitifs. Mais aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'avance que cette industrie et que les entreprises chinoises ont sur ce segment est difficilement absorbable. Surtout quand on regarde la taille du marché solaire en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, sur le solaire, dans toute l'Afrique, on a moins de 2 gigas installés. Donc, pour un acteur qui aspire à aller vers ce segment, sauf s'il vise, on va dire, au-delà de l'Afrique, mais juste l'Afrique, la taille fait que tu auras du mal à concurrencer ce producteur chinois. Et comme tu viens de le dire d'ailleurs, avec les prix records qu'on aperçoit dans les nouveaux appels d'ordre, dans les nouveaux projets, ces prix aussi sont atteints par le fait que tu as cette baisse constante. Donc, et cette baisse est due aussi à une question de volume, principalement. Et du coup, aujourd'hui, je vois très peu d'acteurs qui se lancent sur ce segment en Afrique. La plupart, effectivement, des projets, que ce soit développés localement ou par des développeurs internationaux, on va dire, s'approvisionnent auprès des panneaux et des autres équipements clés plutôt à l'international et généralement avec les cadres ou, on va dire, les équipementiers Tier 1 chinois. Ok, ça c'était une question qui m'intéressait particulièrement. Bon, oui, dans ta carrière, on sait aujourd'hui avec Green Debt Fund, vous financez du CNI, qui est du Commercial and Industrial, qui va aller fournir du solaire aux bâtiments, commerces, centres commerciaux et usines, par exemple. Et aussi, je pense qu'avec le projet Éclair, tu étais spécialisé dans l'efficacité énergétique pour les bâtiments publics, il me semble. Donc, je voudrais un peu que tu me parles du projet marquant de ta carrière. Quel est le projet qui a le plus eu d'impact sur toi-même et sur la population en général? Oh, je dirais que il y en a pas mal. J'ai eu la chance de voir des projets sur lesquels j'ai pu travailler, aller jusqu'au bout. Pourquoi j'ai dit j'ai la chance? Parce que le métier de développeur, c'est un métier qui peut être très frustrant. Parce que développer une infrastructure solaire ou biomasse ou hydro, c'est en moyenne 5 à 10 ans. Ouais, 5 à 10 ans. Donc souvent, voilà, parce que le process est long. Tu as toute la partie initiale d'identification du site, après les études, après le permitting et après le financement. Voilà. Donc très souvent, que ce soit en Occident ou même en Afrique, hein, la moyenne que je viens de donner, c'est ça. Donc quand tu es développeur, tu peux commencer un projet, mais ne jamais pouvoir assister au jour où tu as le premier, on va dire, coup de pioche sur le site ou le jour où tu as les premiers kilowattheures qui sont injectés sur le réseau ou qui alimentent un acteur CNI, comme tu l'as dit. Moi, le projet qui m'a le plus impacté, c'est mon tout premier projet solaire qu'on a fait dans le sud de la France, les Alpes de Haute-Provence, le 04, parce que c'était un projet aussi qui faisait partie on va dire, de peut-être la deuxième génération de projets solaires raccordés en France, et donc de grands projets raccordés sur le réseau interconnecté, et pouvoir, on va dire, avoir la chance comme je l'ai dit, de partir de l'identification du site, obtenir le permis jusqu'au jour où le projet est en service, et que tout l'impact que tu as pu, on va dire, évaluer se concrétise par le fait que le projet est en service. Je veux dire, c'est assez marquant, et premier projet, ça te permet de découvrir ce monde, et comme je l'ai dit, que ce soit tout type d'infra est tellement passionnant parce que tu parles avec des investisseurs, tu dois évoquer les aspects assurance, tu parles avec des techniciens pour la partie conception, donc il y a toute l'ingénierie, on va dire, de conception qui est là, l'ingénierie de construction, et après, tu as la phase d'exploitation aussi qui demande un certain savoir-faire. Donc, sur toutes ces différentes phases, le fait de pouvoir intervenir dessus est assez marquant. Mais je dirais que là, on avait plutôt d'impact plutôt environnementaux, parce qu'on réduisait quand même le nombre de CO2 qui était émis par rapport au mix existant. Mais par contre, en termes d'impact, on va dire, sociaux, c'est mon projet Éclair Ivoire, où on a effectivement construit 17 mini-réseaux en Côte d'Ivoire. Et là, quand le jour où tu mets le jus et que tu as l'électricité dans le village, la joie, on va dire, des populations, c'est juste quelque chose qui est génial. Et là, ça donne tout le sens au travail que tu fais. Donc, premier projet est plutôt aspect, on va dire, impact environnementaux. Donc, tu arrives à
pouvoir jongler avec toutes ces, on va dire, ces compétences-là qui tournent autour de ce projet. Tu vois toutes les difficultés, donc ça te marque et ça te met les pieds à l'étrier. Le projet est clair, il voit clairement aujourd'hui, quand tu vas dans un village qui n'ont jamais eu d'électricité et que tu viens avec un projet de mini-réseau qui les permet d'être alimentés, c'est hyper intéressant. Et l'avantage aussi avec les mini-réseaux, c'est toute l'implication de la population, parce que c'est une chose d'être raccordé par le réseau public, dont tu as juste ton compteur, tu es raccordé, mais quand l'outil de production est local aussi et que toute l'infrastructure est locale, tu vois qu'ils ont toute une implication, c'est extraordinaire. Je me rappelle, il y a un des villages où à la fin, limite le chef de village, c'était notre point focal technique. À la fin, le gars, ah oui, oui, à la fin, le gars, il te disait, oui, mais tel gabarit de poteau, on doit le changer parce que c'est pas ça, parce qu'au fil du temps, comme il était tellement impliqué, il a juste appris au fait. Donc, il arrivait à nous dire, et quand il y avait même des soucis sur le chantier, il pouvait faire des remontées d'informations. Ils étaient mais vraiment impliqués. Au début, réticents, en considérant que peut-être c'était une moins bonne énergie, en disant pourquoi le solaire, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on pourra faire marcher tous nos équipements électriques. Donc il y avait toujours cette appréhension. Et ben, le jour où on met le jus et qu'ils arrivent à faire fonctionner tous leurs appareils, je peux te dire qu'ils étaient hyper étonnés que du solaire puisse faire marcher tout un village comme ça. Et ça, c'est passionnant et c'est beau à voir. Et d'ailleurs, c'est le problème du solaire aujourd'hui. Je pense que de plus en plus, tout le monde va être éduqué sur ça, sur la techno. Mais c'est que dans beaucoup des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, on parlera du CNI, mais c'est que souvent le solaire est vu comme une moins bonne énergie ou une énergie limitée. Alors que c'est vraiment pas le cas. C'est limité parce que peut-être il y a une surface limitée pour mettre des panneaux. Mais je dis, il n'y a pas un équipement électrique qui peut pas être démarré par de l'énergie solaire. C'est les mêmes électrons, quoi. Donc, tu prends deux eaux gazeuses, je sais pas moi, de deux marques différentes, tu mélanges, mais va me dire les bulles, si c'est de la première eau ou la deuxième, c'est les mêmes bulles. Donc, c'est la même chose, l'énergie. C'est à la fin, on a des électrons. Donc, c'est les mêmes choses, mais c'est clair que toutes les problématiques, pas les problématiques, mais tout le challenge d'ingénierie pour dimensionner et pouvoir avoir une installation qui peut faire marcher, c'est là où souvent il y a beaucoup de ratés. Donc même quand tu prends au niveau résidentiel, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec le solaire parce qu'en amont, il n'y a pas eu cette ingénierie. Et aussi, à une période donnée, aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, mais le marché était inondé aussi par des produits de moins bonne qualité. Donc, du coup, avec tu fais l'acquisition de tes équipements, on t'annonce des durées de fonctionnement ou des capacités de production qui n'étaient pas, on va dire, avérées à l'usage. Donc, ça faisait que après les gens ont délaissé. Moi, je suis malien et typiquement au Mali, avec la crise énergétique, aujourd'hui, l'adoption du solaire est juste, c'est une adoption massive. Tu vas dans toutes les rues, tu vois, tout le monde a installé du solaire. Maintenant, les gens sont de plus en plus éduqués par rapport à comment cette techno marche, etc. Parce qu'au début, quand il y a eu la crise énergétique, tout le monde s'est rué vers les groupes électrogènes. Mais on voit juste que ça, même avant de parler de l'aspect impact environnemental, mais juste un aspect de coût, c'était juste insoutenable, que ce soit pour les industriels, les commerciaux et les résidentiels. Donc, il y a eu ce switch et ça marche très bien et tout le monde est satisfait, en fait. Donc, à grande échelle aussi, c'est la même chose. Justement, par rapport à... Il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Vu qu'on parle de type de connexion, il y a les projets solaires qui sont connectés au réseau interconnecté et il y a d'autres qui sont dans des mini-réseaux isolés. Mais en termes de réalisation, est-ce qu'il y a des différences dans l'implémentation d'un projet solaire connecté au réseau national ou un projet solaire indépendant dans son mini-réseau? En termes de technologie d'approche, il n'y a aucune différence. Parce que ce soit une infrastructure de production, que ce soit du solaire ou même du thermique, même du thermique, des groupes électrogènes par exemple, ou de l'hybride, c'est-à-dire du solaire avec du thermique, que ce soit interconnecté ou que ce soit au sein d'un mini-réseau, les équipements sont les mêmes. Donc, c'est les mêmes composants, c'est les mêmes approches techniques. Ce qui change, c'est juste l'ingénierie initiale. Parce que quand on est connecté au réseau, on n'a pas les mêmes contraintes techniques, entre guillemets, à prendre en compte que quand on est dans un mini-réseau. Voilà. Donc, ça, c'est en amont du projet, c'est dans la phase d'ingénierie qu'on le définit. Donc, ça peut avoir un impact sur le choix des équipements. Si je prends un équipement clé, par exemple, dans une centrale solaire qu'on appelle les onduleurs,
qui permettent qui conçuent vraiment toute l'intelligence de la production, parce que sans rentrer dans les détails techniques, mais quand les solaires produits, il faut transformer cette énergie-là, à convertir pour qu'elle soit compatible avec l'énergie qu'on a en sortie de nos prises là sur lesquelles on peut brancher. Donc on passe de ce qu'on appelle un courant continu à un courant alternatif. Donc quand tu es sur de l'off-grid, donc tu as des onduleurs qui sont adaptés pour l'off-grid. Et quand tu es sur du réseau connecté de l'on-grid, tu as aussi des onduleurs adaptés. Mais à part ça, ces spécifications techniques, l'approche reste la même. C'est les mêmes types de panneaux qu'on utilise, etc. Donc c'est la même approche. Mais dans un réseau off-grid, tu n'as pas cette capacité comme dans le on-grid de pouvoir faire des compensations entre guillemets, parce que tu as plusieurs sources de production. Donc toi, en tant que utilisateur final aujourd'hui chez toi à Abidjan, tu te poses pas la question quand tu vas brancher ton chargeur, est-ce qu'il y a du jus ou pas. Mais tu ne pourras pas me dire est-ce que ces électrons, si ça vient de Azito, de Ciprel ou d'une autre centrale, tu sauras pas, mais tu as du jus. Alors que dans un réseau isolé, toute l'énergie que tu reçois vient d'une seule unité de production, en fait. C'est ça la différence. Donc, pourquoi on dit mini-réseau? Parce que cette unité de production est couplée à un réseau. Mais comme le réseau interconnecté, tu vas avoir les mêmes infrastructures, les mêmes poteaux, les mêmes câbles électriques, donc qui acheminent jusqu'à l'utilisateur final. Donc, c'est la même approche, c'est les mêmes, on va dire, c'est la même énergie qu'on fournit, c'est juste que les contraintes ne sont pas les mêmes. Ok, très bien, très bien. Pour rester dans cette ligne de mini-réseau, aujourd'hui, on sait que au niveau de transmission électrique en Afrique, on n'est pas à jour, il y a des infrastructures qui sont vétustes. On a eu le problème au Nigeria où les lignes sont défaillantes, et même en Côte d'Ivoire, ça n'arrive pas forcément dans des zones rurales. Selon toi, tu as parlé tout à l'heure déjà de coûts par rapport aux groupes électrogènes qui sont plus intéressants pour les panneaux solaires ou dans le cas des mini-réseaux. Selon toi, qu'est-ce qui peut justifier le fait que les mini-réseaux d'un côté et les solutions renouvelables hors réseau puissent répondre aux déficits énergétiques africains? Donc, cette question est hyper pertinente parce qu'on va répondre à la question pourquoi il y a beaucoup de solaire en Afrique, pourquoi on ne met pas des panneaux partout? Et voilà. Donc, ça marche pas comme ça, malheureusement. Pourquoi? Parce que dans le secteur de l'électricité, de l'énergie, tu as 3 segments. Tu as la production, le transport et la distribution. Donc oui, si aujourd'hui on va prendre une région par exemple où l'ensoleillement est élevé, qu'on peut couvrir des milliers de kilomètres carrés de panneaux, si tu n'as pas l'infrastructure qui te permet de transporter cette énergie qui est produite à un point A pour l'amener là où se trouvent les besoins, ben, tu as l'infrastructure de production, mais tu n'as pas l'infrastructure de transport. Et après, il faut l'infrastructure de distribution. L'infrastructure de transport, c'est pour transporter l'énergie qui est produite sur des grandes distances. Et après, tu as l'infrastructure de distribution qui nous permet que cette électricité arrive dans nos usines, nos maisons, nos services commerciaux, etc., etc. Donc, quand on parle de développement d'un pays, du développement du secteur de l'énergie, il s'agit des 3. Il faut que les 3 puissent être synchronisés, effectivement. Tu peux pas avoir beaucoup de production, mais ne pas avoir avoir des infrastructures de transmission qui sont vétustes, ça marchera pas. Tu vas produire, mais ça va rester à au point donné. Alors que, comme on le sait, ben, tu produis à un point, après il faut le transporter, etc., et le distribuer. Donc, aujourd'hui, quand on parle de extension réseau, c'est ça, Éclair Ivoire, c'était exactement le débat. Qu'est-ce qui coûte plus cher pour raccorder certains villages? Est-ce qu'il faut faire de l'extension du réseau existant qui a un coût, ou est-ce qu'il faut faire des mini-réseaux? Donc, pour ça, il faut sortir de toute approche, on va dire, il faut pas avoir d'idée arrêtée. Tout dépend de la localisation du village. Un village qui est à 15 km du réseau, ben, c'est pas pareil qu'un village qui est à 100 km du réseau. Et quelle est la densité de ce village? Quel est le besoin de ce village? C'est pour ça que Éclair Ivoire, l'approche qui avait été adoptée à l'époque, c'est de développer un outil d'aide à la décision qui nous permettait, pour un village donné, en fonction des besoins identifiés de sa population et de sa distance au réseau, de faire un calcul simple de qu'est-ce qui était le plus compétitif. Est-ce que c'est faire l'extension du réseau ou est-ce que c'était de faire un mini-réseau? Voilà. Donc, il y a des villages, et je pense que de tête, c'était pour tout village au-delà d'un certain kilomètre, je pense que c'était 8 kilomètres de mémoire. Pour une taille d'habitation donnée, il était beaucoup plus, on va dire, en termes de coût, d'approche, de faire un mini-réseau que de faire l'extension réseau.
Donc, voilà. Mais par contre, le mini-réseau, comme je l'ai dit, en fonction de l'évolution de la demande, peut être vite saturé. Donc, il fallait aussi intégrer dans ces mini-réseaux des capacités d'extension et ces mini-réseaux aussi, de les coupler, c'était du solaire et du groupe électrogène, pour pouvoir assurer un approvisionnement 24/24. Parce que l'idée, c'était d'avoir la même qualité de l'énergie, que ce soit du mini-réseau ou du réseau interconnecté. Et le jour où le réseau interconnecté, de toute façon, se développe, tu peux toujours raccorder ton mini-réseau à ton réseau interconnecté. Et ça, il n'y a pas de souci. Ça se fait aussi. Donc, le jour où le mini-réseau, il y a un déficit de production, et là, c'est le réseau interconnecté qui peut prendre le relais. Donc, l'approche, il faut pas avoir des idées arrêtées. Ça dépend de chaque localité. Après, quand tu prends des pays qui sont sur qui ont des superficies énormes, c'est clair que faire une extension de réseau, ça a un certain coût et il faut aussi rentabiliser au fait cet investissement. Donc, suivant aussi la densité de la population et les besoins de consommation, si tu prends par exemple, je sais pas moi, le nord du Mali, mais que demain on a au nord toute une industrie minière qui se développe à fond, ben on aura tout intérêt à dire il faut faire une ligne de transmission parce que là-bas tu as des consommateurs, en plus des consommateurs qui sont des gros consommateurs, par exemple. Donc cet investissement, tu pourras le rentabiliser. Mais si c'est pour électrifier par exemple, je sais pas moi, 10 villages de 200 personnes, je pense que sans rentrer dans les calculs, ce sera plus simple peut-être de faire des mini-réseaux. Voilà. Mais c'est pas que tu proposes en faisant le choix des mini-réseaux une énergie de moins bonne qualité, non. C'est la même qualité. Donc, si tu prends l'approche coût, ça va te coûter moins cher de faire des mini-réseaux que d'avoir un réseau interconnecté. Donc, voilà, c'est du cas par cas et ça dépend de la politique nationale même du pays et des besoins actuels. Par exemple, tu peux aussi faire des mini-réseaux, mais en ayant un horizon d'usage sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. En fonction de cet horizon, tu le dimensionnes en conséquence, en fait. Ok, très bien. Et il y a une situation intéressante qui pourra arriver. Si on a un mini-réseau dans une localité et que sur le réseau interconnecté local,